Bonjour à tous. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo d'enseignement de physiologie animale. Le chapitre 6 est consacré à l'étude de la gestation et de la lactation. Dans la précédente vidéo, qui correspondait à la seconde partie du chapitre 6, je vous ai présenté le processus d'implantation du blastocyste ainsi que la formation d'un placenta. La troisième partie du chapitre 6 est consacrée à l'endocrinologie de la gestation, c'est-à-dire à l'étude des hormones impliquées dans la gestation. Je vous parlerai notamment de la progestérone, des estrogènes, de HCG, de HCS. Le premier volet de cette vidéo met en relation les stéroïdes et la gestation, et nous allons voir tout d'abord le rôle essentiel joué par la progestérone dans la gestation. Je vous parlerai ensuite d'une application clinique avec un composé qu'on appelle le RU486. Premier volet de ce paragraphe, le rôle de la progestérone dans le maintien de la gestation. Pro signifie pour et gestation, l'hormone pour la gestation. La progestérone est en effet le stéroïde principal caractéristique de la gestation. Ici sont représentées les variations des taux sanguins d'hormones au cours des 20 premières semaines de la grossesse chez la femme. Et on voit que les concentrations sanguines de l'hormone P4, P4 c'est la progestérone, sont élevées pendant la gestation. Sur ce graphe, on voit que les taux sanguins de progestérone ne cessent d'augmenter pendant toute la gestation. La progestérone permet de maintenir une activité utérine qui correspond à la phase sécrétoire du cycle de l'utérus. Et son rôle primordial pendant la gestation est de maintenir l'état de quiescence de l'utérus, ce qu'on appelle le silence utérin, en bloquant les contractions du myomètre. Les effets de la progestérone sur les fibres musculaires lisses du myomètre sont évoqués sur cette diapositive. Premier effet, la progestérone va diminuer la teneur en calcium dans les fibres musculaires lisses, et nous aurons l'occasion de voir dans la prochaine vidéo consacrée à la parturition que le calcium joue un rôle important dans la contraction de ces cellules musculaires lisses. La progestérone va aussi hyperpolariser les fibres musculaires lisses, ce qui diminue leur excitabilité. Elle a aussi un rôle découplant des cellules musculaires lisses du myomètre par inhibition du développement des jonctions communicantes. La progestérone réduit aussi le nombre de récepteurs à l'ocytocine, et je vous montrerai dans la prochaine vidéo que l'ocytocine est une hormone très importante dans le déclenchement de la contraction du myomètre au moment de la parturition. La progestérone augmente aussi le nombre de récepteurs bêta-2 adrénergiques, lesquels sont impliqués dans le relâchement du myomètre. On y reviendra dans la prochaine vidéo. Et puis la progestérone va aussi inhiber la synthèse utérine de PGF2-alpha, qui est une prostaglandine jouant un rôle important dans les contractions du myomètre au moment de la parturition. Notons que la progestérone stimule aussi la production de relaxine par l'endomètre, et la relaxine c'est une hormone qui va aussi relâcher le myomètre pendant la gestation. Après avoir vu le rôle fondamental de la progestérone dans le maintien de la gestation, nous allons voir une application clinique avec le RU486. Le RU486, ou mifepristone, ou le nom du médicament la mifégine, est un composé qui a été développé en 1982 par l'équipe du professeur Beaulieu, qui travaillait pour un laboratoire pharmaceutique français qui était le laboratoire Roussel-Uclaf, et le nom de la molécule RU486 découle du nom du laboratoire, donc RU pour Roussel-Uclaf, suivi du numéro de recherche 486.
Alors quand on regarde la structure de ce composé, on voit en fait que c'est une molécule de nature stéroïde. C'est une molécule qui appartient à la famille des stéroïdes. C'est en fait un stéroïde de synthèse. On retrouve, vous voyez, comme par exemple la progestérone, les 3 cycles à 6 carbones, puis le 4e cycle ici à 5 carbones. Ce stéroïde de synthèse présente une structure proche de la progestérone. Vous voyez, il y a une similitude de structure entre ces deux composés. Et en effet, au niveau moléculaire, le RU486 va être capable de se fixer sur les récepteurs de la progestérone avec une meilleure affinité que la progestérone, avec 5 fois plus d'affinité. Mais comme le RU486 n'a pas les propriétés de l'hormone naturelle qui est la progestérone, il s'ensuit finalement un blocage de l'effet de l'hormone naturelle qui est la progestérone. Du coup, on peut dire que le RU486 est un composé qui empêche la progestérone d'agir. C'est un antiprogestagène. On peut le qualifier d'antiprogestérone parce qu'elle bloque l'action naturelle de la progestérone. C'est finalement un antagoniste de la progestérone. Alors ce composé est un composé qui va être pris par voie orale et qui va du coup faire en sorte que la progestérone ne peut plus être efficace, et du coup on va avoir une élimination des cellules de l'endomètre exactement comme au moment des règles où la chute des taux de progestérone entraîne la desquamation d'une partie de la muqueuse de l'utérus. Alors la principale utilisation de ce RU486 est de provoquer un avortement s'il est administré dans les 50 premiers jours d'aménorrhée. Ce qu'on appelle l'aménorrhée, c'est en fait les dernières règles, qui est le seul signe clé qui permet dans une grossesse d'avoir une date bien précise. Et donc si ce composé est utilisé plus tard, eh bien, il y a une quantité de progestérone trop importante pour que l'efficacité de ce composé soit tout à fait observable. Donc c'est pris relativement tôt et on va adjoindre environ 48 heures après le RU486 une PGF2-alpha, donc une prostaglandine PGF2-alpha qui est injectée par voie intramusculaire et qui du coup va augmenter les contractions de l'utérus, et ceci va du coup entraîner l'expulsion de l'embryon. Donc il s'agit finalement d'un avortement. Attention, le protocole ici est un protocole qui est réalisé en milieu hospitalier, avec donc la prise de RU486, puis 48 heures après la PGF2-alpha, mais prise à faible dose quand même ici. Hein. Donc le RU486 est une pilule contragestive. Hein. Donc attention, c'est plus de la contraception, on ne bloque pas la fécondation, mais en fait on interrompt la grossesse. C'est une pilule abortive qui permet finalement une interruption précoce de grossesse. Je vais maintenant vous traiter de la biosynthèse des stéroïdes par l'unité fœtoplacentaire. On verra ce que signifie ce terme, et je vous parlerai aussi de la régulation de cette biosynthèse. Tout d'abord, origine de la progestérone pendant la gestation. La progestérone est l'hormone clé de la gestation, mais son origine varie selon les espèces, et j'ai choisi 2 exemples pour vous le montrer. Le premier exemple est l'exemple de la lapine. On a procédé ici à une double ovariectomie, c'est-à-dire on a enlevé les 2 ovaires d'une lapine à un stade quelconque de la gestation. Et bien cette castration de la lapine gestante entraîne, quel que soit le stade de la gestation auquel la castration est pratiquée, cette castration provoque un avortement. On aurait la même observation chez la rate, où une ovariectomie provoque toujours l'avortement.
L'explication est la suivante. Eh bien, chez la lapine, comme chez la rate, c'est le corps jaune qui produit la progestérone, et cette progestérone, ensuite, maintient la gestation. Deuxième exemple, la femme, on aurait pu prendre aussi l'exemple de la brebis, qui est tout à fait comparable. Eh bien, si une ovariectomie pour l'ovaire porteur du corps jaune doit être pratiquée chez une femme, mais avant la 10e semaine de grossesse, à ce moment-là, cette ablation de l'ovaire va entraîner l'avortement. Par contre, si cette même ovariectomie de l'ovaire porteur du corps jaune est faite après la 10e semaine de grossesse, elle ne provoque plus l'avortement. La déduction ici de ces observations, c'est que chez la femme, exactement comme chez la brebis, la progestérone provient du corps jaune en début de grossesse, puis c'est le placenta qui prend le relais à partir de la 10e semaine de grossesse, et ceci jusqu'au terme. Quelques mots sur l'évolution des taux sanguins de stéroïdes au cours de la grossesse chez la femme. Alors, le premier stéroïde que je vous fais apparaître ici est la 17-alpha-hydroxyprogestérone. Ce composé est sécrété par le corps jaune de gestation, donc pendant les 10 premières semaines. Puis la mise en place de l'activité stéroïdogène placentaire va se traduire par une élévation rapide des concentrations plasmatiques de P4, la progestérone, mais aussi de prégnandiol urinaire, lequel provient de la dégradation de la progestérone. Notons que le placenta va également synthétiser et sécréter des estrogènes, et chez la femme, on a donc non seulement une augmentation des concentrations sanguines de progestérone au cours de la gestation, ça c'est les petits points noirs sur cette courbe, mais on a aussi une augmentation des concentrations sanguines d'estrogène, d'estradiol, ici sont les petits points clairs, tout au cours de la gestation. Et en fait, seul le placenta des primates produit des estrogènes en grande quantité pendant la gestation. L'augmentation progressive des hormones stéroïdes P4 et E2, progestérone et estradiol, dans le sang circulant au cours de la gestation reflète la participation croissante du placenta à leur production. Je vais vous présenter la biosynthèse des hormones placentaires chez la femme. Cette biosynthèse va démarrer par la synthèse des progestagènes. La synthèse de cholestérol par le placenta reste limitée, mais l'essentiel du cholestérol placentaire est apporté par les LDL du sang maternel. Et à partir de ce cholestérol, le placenta va synthétiser des progestagènes, c'est-à-dire d'abord de la prégnénolone, ce que j'avais appelé P5 dans les voies de la stéroïdogénèse, et ensuite de la progestérone, c'est-à-dire P4. Je vous ai dit que le placenta chez la femme était aussi capable de fabriquer des estrogènes, et je vous rappelle que normalement, dans la stéroïdogénèse, vous avez les progestagènes qui sont convertis en androgènes et qui sont convertis ensuite en estrogènes. Alors je vous rappelle que normalement, dans les voies de la stéroïdogénèse, la progestérone va subir l'action de la 17-alpha-hydroxylase, ce qui conduit à la production de la 17-hydroxyprogestérone, et celle-ci permet l'obtention ensuite d'androgènes, lesquels seront aromatisés en estrogènes. Eh bien, quand on regarde les variations des taux de 17-alpha-OHP4 au cours de la grossesse, on voit que les taux de 17-alpha-OHP4 vont chuter
à partir, vous voyez, de la 10e semaine, c'est-à-dire quand le corps jaune de gestation est en train de régresser. En effet, le placenta ne possède pas la 17-alpha-hydroxylase, ce qui explique la chute du taux de 17-hydroxyprogestérone dans le sang de la mère. Et du coup, ça veut dire que le placenta est incapable de réaliser la synthèse d'androgènes à partir des progestagènes. Or, je vous ai dit, on a besoin de fabriquer des androgènes pour obtenir ensuite des estrogènes. Et je vous ai dit que le placenta était capable chez la femme de fabriquer aussi de grandes quantités d'estrogènes. Alors en fait, la synthèse des estrogènes dans le placenta est indépendante de celle de progestérone, contrairement à l'ovaire, vous vous rappelez, où les deux sont liés. Et cette synthèse des estrogènes met en jeu 4 étapes, dont la première n'est pas placentaire. La première de ces étapes met à contribution les glandes surrénales du fœtus qui vont fournir l'essentiel du SDHA. Le SDHA, c'est le sulfate de déhydroépiandrostérone. Ce SDHA provient aussi des surrénales de la mère, ce qui n'est pas mentionné sur cette figure. La deuxième étape met en jeu une sulfatase placentaire, laquelle assure la transformation du SDHA en DHA. Étape 3, le DHA est un androgène qui pourra, dans le placenta, être converti en 2 autres androgènes. D'abord l'androstène-dione, qu'on appelle aussi par le sigle delta 4A, puis ensuite en testostérone. Et enfin, l'étape 4, ces 2 androgènes sont aromatisés ensuite par une aromatase en estrogène, estrone, qu'on appelle aussi E1, et estradiol, qu'on appelle aussi E2. Notons que le placenta est aussi capable de transformer le 16-alpha-hydroxy-SDHA produit par le foie fœtal en estriol, qu'on appelle aussi E3, dont les taux plasmatiques vont augmenter après la 12e semaine de grossesse. Quelques mots sur les régulations de la biosynthèse des hormones placentaires. Il existe des rétroactions négatives, mais aussi on va voir positives, dans la stéroïdogénèse placentaire. Ainsi, il existe une rétroinhibition exercée par les produits formés sur la synthèse de P4 et de 2. Par exemple, le DHA et l'androstène-dione, qui sont donc les androgènes produits par le placenta, vont freiner la conversion de la prégnénolone en progestérone. Un autre exemple de ces rétroinhibitions, l'estradiol placentaire va venir freiner la sécrétion de SDHA par les surrénales du fœtus. Donc encore ici, un rétrocontrôle négatif. Il existe aussi des rétrocontrôles positifs. Par exemple, l'estradiol va aussi stimuler l'expression des récepteurs membranaires des LDL, ce qui va finalement permettre de faire entrer plus de cholestérol dans les cellules placentaires. Et l'estradiol va aussi stimuler l'expression de la P450-SCC, qui est le complexe enzymatique impliqué dans la conversion du cholestérol en prégnénolone. On peut tirer un bilan de cette collaboration entre le fœtus et le placenta dans la production placentaire d'estrogènes. En effet, pour que le placenta de la femme puisse fabriquer des estrogènes, il est nécessaire de mettre à contribution non seulement le placenta, mais aussi le fœtus, d'où la notion d'unité fœto-placentaire. Nous allons voir maintenant le contrôle du corps jaune de gestation,
et dans un premier temps, les mécanismes anti-lutéolytiques. En effet, comment expliquer que le corps jaune cyclique ne régresse pas lors de la gestation, mais devienne un corps jaune de gestation? Chez les animaux à ovulation spontanée, le corps jaune cyclique ne va pas régresser pendant la gestation, il va donner le corps jaune gravidique ou corps jaune de gestation, et ce sont l'embryon et les annexes qui vont s'opposer à la régression du corps jaune cyclique. Donc l'embryon et les annexes embryonnaires vont jouer un rôle d'opposition à la régression du corps jaune cyclique. On va dire que l'embryon et les annexes vont jouer un rôle anti-lutéolytique. Alors il existe des variations dans les mécanismes anti-lutéolytiques et j'ai choisi deux exemples pour vous les illustrer. Premier exemple, concernant le corps jaune de gestation, on va prendre l'exemple de la brebis. Alors chez la brebis, il a été mis en évidence que le trophoblaste sécrétait une protéine. Cette protéine, on l'a appelée tout d'abord la trophoblastine, et il s'est révélé qu'elle faisait partie du groupe des interférons. La trophoblastine est aussi appelée l'interféron tau. Le mode d'action de cette trophoblastine est de bloquer la synthèse des récepteurs aux estrogènes dans l'endomètre, mais aussi de bloquer la synthèse des récepteurs à l'ocytocine dans l'endomètre. Et en bloquant la synthèse des récepteurs aux estrogènes et des récepteurs à l'ocytocine dans l'endomètre, elle va du coup aller à l'encontre des mécanismes de la lutéolyse que nous avions vu chez la brebis et qu'on peut reprendre ici. Je vais vous faire apparaître sous forme de croix les effets de la trophoblastine chez la brebis. Alors on vient de voir que la trophoblastine allait s'opposer à la synthèse des récepteurs à l'ocytocine. Or nous avions vu que l'ocytocine activait l'endomètre dans la production de PGF2-alpha par l'endomètre. On vient de voir que la trophoblastine allait aussi bloquer la synthèse des récepteurs aux estrogènes dans l'endomètre, et nous avions vu que les estrogènes étaient aussi des facteurs qui stimulaient la synthèse de PGF2-alpha par l'endomètre. La conséquence, c'est que l'endomètre ne va plus produire de grandes quantités de PGF2-alpha comme il le fait normalement en fin de cycle, au moment de la fin de la phase lutérale. Et donc du coup, l'ovaire n'est plus soumis à cette prostaglandine. Or cette prostaglandine était impliquée dans la régression du corps jaune cyclique. Donc ceci empêche la lutéolyse. Attention, la trophoblastine ou interféron tau chez la brebis n'est pas présente dans la circulation générale, ce n'est pas une hormone ici, mais c'est un facteur à action locale qui est d'origine embryonnaire, puisque c'est le trophoblaste qui la produit et qui agit sur l'endomètre. Vous voyez qu'on est toujours dans ce dialogue entre l'embryon et la muqueuse utérine. Le deuxième exemple que je voulais traiter est celui des primates, et notamment on va prendre l'exemple de la femme. Alors chez la femme, le chorion va produire une hormone qu'on appelle HCG, H pour une hormone humaine, C parce qu'elle est produite par le chorion, donc hormone chorionique, et G pour gonadotrope, parce que c'est une hormone qui va avoir un effet activateur sur l'ovaire. Alors HCG, c'est une hormone qui est de nature glycoprotéique et qui a une structure très proche de la LH. Elle est sécrétée très précocement par le blastocyste dès le 6e jour après fécondation. Puis elle est sécrétée en quantité importante pendant la grossesse avec, vous voyez, un pic d'HCG, un maximum d'HCG environ vers 2 mois et demi de grossesse. Puis ensuite, la quantité d'HCG va diminuer. Vous avez ici un profil des hormones tout au cours de la grossesse chez la femme.
et vous voyez qu'il y a augmentation de la progestérone et des estrogènes, mais par contre le pic d'HCG, vous voyez, a lieu finalement en début de grossesse, et ensuite il y a des taux bas de cette hormone pendant le reste de la grossesse. Alors en fait, cette hormone HCG va empêcher le corps jaune de régresser. C'est une hormone qui va agir par les récepteurs membranaires de la LH, et par ces récepteurs membranaires, elle va en fait stimuler le corps jaune avec une action qui est plus soutenue que celle de la LH. HCG est donc une hormone qui bloque la régression du corps jaune cyclique chez la femme. Nous aurons l'occasion aussi de voir un peu plus tard que cette hormone est également lutéotrope, c'est-à-dire qu'elle maintient le corps jaune cyclique. Application de cette hormone, eh bien on utilise HCG pour diagnostiquer précocement la grossesse. En effet, la concentration sanguine de HCG est importante pendant la grossesse, et surtout cette hormone apparaît très tôt au cours de la gestation. On peut donc la détecter précocement dans l'urine de la femme par une technique facile et peu coûteuse qu'on appelle le test de grossesse, et qui vont permettre de détecter HCG dès le 3e jour de retard des règles, c'est-à-dire dans les tout premiers jours de grossesse. Et on a donc ici une application clinique tout à fait importante pour détecter, pour diagnostiquer précocement une grossesse. Après vous avoir présenté les mécanismes anti-lutéolytiques, c'est-à-dire les processus par lesquels le corps jaune cyclique ne régressait pas, je vais vous présenter les mécanismes lutéotropes, c'est-à-dire les mécanismes par lesquels le corps jaune de gestation est maintenu, ce maintien pouvant se faire pendant une partie de la gestation ou pendant la totalité de la gestation, ceci variant selon les espèces de mammifères. Je vais vous présenter dans un premier temps les données générales concernant les mécanismes lutéotropes, et notamment nous allons évoquer 4 hormones lutéotropes. Les mécanismes lutéotropes sont très variables selon les espèces, et le mécanisme général met en œuvre 2 types d'organes endocrines et 2 types d'hormones. Les 2 organes pouvant participer au maintien du corps jaune de gestation sont soit l'adénohypophyse, soit le placenta, soit les 2 organes chez certaines espèces. Les 2 types d'hormones qui participent au maintien du corps jaune de gestation sont soit des hormones de type LH, soit des hormones de type PRL, soit parfois les 2 hormones selon les espèces. Ceci permet de construire un tableau avec 2 colonnes, 2 entrées et du coup 4 hormones lutéotropes. Les 2 hormones lutéotropes adénohypophysaires sont la LH et la prolactine, PRL. Les 2 hormones lutéotropes placentaires sont CG et PL, sur lesquelles je vais revenir dans la diapositive suivante. Donc il existe 2 hormones placentaires à effet lutéotrope. Tout d'abord CG, l'hormone gonadotropine chorionique, dont nous avions vu le rôle déjà dans l'antilutéolyse chez la femme. Et puis la deuxième hormone placentaire lutéotrope est l'hormone PL. PL est une hormone qui présente des homologies à la fois avec la GH adénohypophysaire, la GH est l'hormone de croissance, et la PL est aussi une hormone qui présente des homologies avec la PRL, avec la prolactine. En fait, la PL va pouvoir se lier à la fois au récepteur de la GH, mais aussi au récepteur de la prolactine. Par conséquent, la PL a 2 types d'activités. Elle a d'une part une activité de type prolactine. La prolactine, nous le reverrons dans la vidéo consacrée à la lactation, est une hormone lactogène impliquée dans la sécrétion lactée. Eh bien, la PL a donc une activité lactogène, d'où son nom PL pour hormone placentaire lactogène. Mais la PL a aussi un deuxième type d'activité. Elle a une activité de type GH, donc une activité de type hormone de croissance. Et la PL, du coup, est aussi appelée hormone chorionique somato-mammotrope, hormone CS. En effet, elle va participer à la maturation des seins de la mère en préparation de la lactation,
Il s'agit de son effet mammotrope. Et elle va aussi favoriser la croissance du fœtus. C'est son effet somatotrope. Notons ici sur ce profil des variations des taux sanguins d'hormones placentaires au cours des différentes semaines de gestation chez la femme. Notons les sécrétions et les profils de sécrétion des deux hormones placentaires. Eh bien, HCG, qui est une hormone produite surtout en très grande quantité pendant le premier trimestre de grossesse. Et puis, à mesure que les taux d'HCG déclinent, la sécrétion d'HPL ou HCS va augmenter pour atteindre un maximum en fin de gestation. Après vous avoir présenté les données générales concernant les mécanismes lutéotropes, je vais vous montrer à travers 3 exemples précis d'espèces de mammifères que l'importance relative de ces 4 hormones lutéotropes varie. Et comme premier exemple, j'ai choisi de prendre l'exemple de la femme. Si une hypophysectomie doit être pratiquée chez une femme en début de grossesse, on observe qu'elle n'empêche pas le maintien de la grossesse. Donc l'hypophyse n'est pas l'organe endocrine qui intervient ici dans le maintien du corps jaune et donc dans le maintien de la grossesse. En effet, chez la femme, c'est l'hormone HCG, donc l'hormone chorionique gonadotrope humaine, qui va intervenir. Elle est produite par le trophoblaste et c'est cette hormone qui va maintenir le corps jaune pendant les 3 premiers mois de la grossesse. Nous avions vu que HCG était une hormone antilutéolytique chez la femme, elle sauvait le corps jaune. On voit maintenant que HCG va maintenir le corps jaune, la durée de vie du corps jaune gestatif chez la femme étant d'environ 3 mois. Et ceci est associé à ces grandes concentrations d'HCG pendant le premier trimestre de grossesse, c'est-à-dire pendant le trimestre où c'est le corps jaune qui maintient la gestation. On se souvient que c'est ensuite le placenta, par la production de progestérone, qui va maintenir la gestation. Le deuxième exemple que j'ai choisi ici de traiter est l'exemple de la lapine. Si on pratique une hypophysectomie chez la lapine, quel que soit le moment de la gestation, elle provoque l'avortement. Donc contrairement à la femme, l'hypophyse est indispensable pendant toute la gestation et en effet, l'hypophyse va produire les 2 hormones lutéotropes LH et PRL, 2 hormones qui sont nécessaires au maintien de l'activité du corps jaune. Notons que chez la lapine, et contrairement à la femme, le corps jaune de gestation reste actif pendant toute la gestation. Donc chez la femme, c'était une hormone de type CG. Chez la lapine, c'était les 2 hormones adéno-hypophysaires lutéotropes LH et PRL. On va voir un exemple mixte avec celui de la rate. Si on pratique une hypophysectomie chez la rate avant le 10e jour de gestation, c'est-à-dire dans la première moitié de la gestation dure 21 jours chez la rate, et bien pendant la première moitié de la gestation, cette hypophysectomie va entraîner l'avortement. Donc ceci montre que pendant les 10 premiers jours de gestation, eh bien c'est l'adéno-hypophyse qui joue un rôle dans le maintien des corps jaunes. Par contre, si on pratique l'hypophysectomie chez la rate dans la 2e moitié de la gestation, c'est-à-dire après le 10e jour de la gestation, et bien à ce moment-là, cette ablation de l'hypophyse va être compatible avec un maintien de la gestation. Donc ça veut dire que pendant les 10 jours suivants de la gestation, dans la 2e moitié de la gestation, ce n'est plus l'hypophyse qui assure le maintien du corps jaune, mais c'est en fait le placenta qui prend le relais de l'adéno-hypophyse. On peut résumer les mécanismes lutéotropes chez la rate. Finalement, pendant la première moitié de la gestation, c'est essentiellement la sécrétion de prolactine par l'adéno-hypophyse, mais aussi de LH, qui maintient les corps jaunes. Puis, pendant les 10 jours suivants, c'est la PL placentaire qui constitue
l'hormone lutéotrope. Notons que chez la rate, l'estradiol, donc les estrogènes, sont aussi lutéotropes, et on peut dire que les estrogènes vont agir en synergie avec la PRL durant la première moitié de la gestation et en synergie avec la PL placentaire durant la seconde moitié de la gestation. Pour conclure sur les mécanismes endocrines impliqués dans la gestation, on pourra retenir les 3 points suivants. Le premier point, c'est que malgré la grande diversité des mécanismes selon les espèces de mammifères, il y a une tendance chez la plupart des espèces à un abandon partiel ou total du contrôle endocrinien exercé par l'organisme maternel au profit de celui que développe l'unité fœto-placentaire. Le deuxième point de conclusion, c'est que au cours de la gestation, quelles que soient les espèces, il y a augmentation des taux sanguins de progestérone et d'estrogène. Et enfin, la troisième conclusion, c'est qu'il existe de nombreuses différences, tant sur le plan quantitatif que sur le plan qualitatif, concernant les profils des sécrétions hormonales au cours de la gestation. Ici, on a le profil des variations d'hormones placentaires chez la femme, mais on a des tracés très différents selon les espèces, et ces différences traduisent en fait des processus différents de contrôle de la gestation selon les espèces de mammifères. Nous avons terminé cette troisième partie consacrée à l'endocrinologie de la gestation, et je vous retrouverai avec plaisir pour la quatrième partie de ce chapitre 6 qui sera consacrée aux mécanismes de parturition, c'est-à-dire aux mécanismes qui conduiront à l'expulsion du nouveau-né hors des voies génitales de la femelle, et je vous parlerai notamment de l'accouchement chez la femme, mais je vous montrerai aussi, par exemple avec le modèle brebis, qu'on arrive à décortiquer les mécanismes déclencheurs de la parturition. Je vous remercie de votre attention et à très bientôt pour poursuivre avec vous ces enseignements en vidéo de physiologie animale.